Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette nouvelle émission sur notre plateforme. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous et vous comprenez déjà les clairons qui retentissent. C'est l'heure de saluer le corps médical qui fait de son possible pour sortir les malades de leur situation. Donc à tous les 19 heures en Colombie-Britannique et précisément à Vancouver, on essaie de les saluer par des klaxons. Donc les tintements et les casseroles et tout cela. Donc voilà. Merci donc de nous suivre. J'espère que vous allez rester jusqu'au bout. Et avant cela, donc, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Nous avons ouvert une série, l'actualité oblige, sur le racisme. Et puis, on essaie de comprendre le racisme. Nous essayons de partager notre point de vue sur le racisme parce que quand on parle du racisme, c'est toujours les autres qui parlent du racisme, c'est toujours les blancs qui parlent du racisme, de comment, c'est eux qui l'ont institué, de eux qui parlent de comment est-ce qu'on pourrait l'anéantir, mais en laissant les fondements. Et beaucoup d'entre nous, nous fondons toujours sur ce qu'eux, ils ont dit. On ne devait pas faire ceci, on ne devait pas faire cela, alors que c'est ce qu'eux, ils ont fait. Ils savent comment démanteler tout cela. Et nous disons que il faudrait que les Africains soient, les Blacks ou les Noirs soient unanimes sur une démarche. Pour démanteler le racisme, ça va se démanteler par les lois. Parce que nous avons parlé d'un racisme, eux-mêmes ils parlent d'un racisme structurel ou d'un racisme systémique et même d'un racisme fondamentalement anti-noir, si on peut le dire comme cela. Donc c'est fondé sur la négation de tout ce qui pouvait avoir de positif sur le noir. Donc voilà un peu les éléments sur lesquels on doit s'appuyer. Et regardons les lois qui ont été mises en place pour solidifier, pour fortifier ce système. C'est à ça qu'il faudrait s'attaquer. Aujourd'hui, je veux parler de quoi? Je veux parler d'un racisme intellectuel. Il faut bien qu'on soit d'accord là-dessus. Je veux parler d'un racisme intellectuel. Donc, si ce thème vous intéresse, n'oubliez pas déjà de me mettre un like. Pour ceux qui me connaissent déjà depuis un bon bout de temps, mettez-moi un like. Et ceux qui me découvrent, c'est tout à fait normal qu'ils s'abonnent, qu'ils cliquent sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Mais surtout pour voir les précédentes vidéos, parce que nous avons traité là une question qu'on a déjà évoquée. Nous sommes peut-être à notre troisième épisode. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Nous allons parler donc du racisme, un racisme intellectuel. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que sur le plan intellectuel, les Noirs sont toujours mis au bas de l'échelle. Que vous ayez gravi n'importe quel échelon, le système actuel fait en sorte que, et même les individus des autres races, fait en sorte qu'on vous trouve toujours comme bon à rien faire. Vous allez vous rendre compte du plan historique. Les travaux qui ont été faits par les Noirs ont été toujours occultés, surtout dans le domaine scientifique. Vous cherchez les scientifiques noirs, on ne les enseigne pas déjà à l'école. On ne les enseigne pas à l'école. Même quand quelqu'un est arrivé à une invention, vous allez vous rendre compte que celui qui a repris cette invention plus tard, s'il était un Européen, c'est celui-là qu'on met en avant. Donc voilà un racisme intellectuel. Donc tous les travaux scientifiques que les Noirs ont fait, quelques années plus tard, un Européen le recopie et puis le remet en avant sur le marché tel que au public et on estime que c'est lui l'auteur. Et c'est ainsi que pour la plupart des travaux, des découvertes, et cela depuis l'Antiquité, ils s'attribuent ces découvertes-là. Ils s'attribuent ces découvertes-là, ou ils ne parviennent pas à le faire systématiquement, ils essaient de le diluer. Je veux prendre le cas d'un exemple, le cas d'un chercheur africain bien connu, Cheikh Anta Diop. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? Et comme certains sont allés jusqu'à dire que c'était un usurpateur, mais de son vivant, on ne voudrait pas l'affronter. Mais dès qu'il est mort, on veut savoir sur quel point est-ce qu'il a usurpé. Donc on verse directement dans l'insulte avec des titres aussi ronflants que ceux-là. Donc voilà des travaux d'un chercheur qui a pu remettre en cause un système et qui est carrément nié. Et qui est carrément nié par la classe scientifique. Et dès que vous le reprenez, on vous en veut. Parce qu'on estime qu'il n'a pas fait ça avec plusieurs personnes. On va toujours trouver des alibis pour essayer de le nier. Donc, quand nous revenons sur ce racisme intellectuel,
vous allez vous rendre compte que ici en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, pour qu'on trouve un noir dans le cadre, au niveau d'un cadre ou d'un haut cadre, c'est toujours très difficile. C'est toujours très difficile. Et de ce point de vue-là, le Canada est très, très en avance. Je veux dire que dans ce racisme intellectuel, parce que malgré le fait qu'on a passé beaucoup de temps ici, que les Noirs ont passé beaucoup de temps ici, mais vous les trouvez encore au niveau élémentaire de la société. Comment est-ce qu'ils n'ont pas pu être des professeurs d'université ou même des hauts gradés dans l'armée? Ça se fait toujours difficilement. Est-ce qu'il fallait autant de temps pour qu'on essaye d'avoir des hauts gradés, de franchir tous ces challenges-là? Mais dans les gouvernements, il faut toujours qu'on réclame pour qu'on ait au niveau du gouvernement fédéral un noir. Pourtant, ils sont là bien avant les Indiens. Je veux dire les Indiens de l'Inde, les hindous, les Sikhs. Ils sont là bien. Il y a trois ministres Sikhs dans le gouvernement actuel, mais dans les autres, on n'en a pas. On n'en a pas. Les Noirs, on en trouve encore difficilement. Il faut toujours bagarrer pour montrer que c'est représentatif. Pourtant, les Noirs sont ici avant les Sikhs, les Indiens, mais ils n'ont jamais pu s'intégrer. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur le racisme intellectuel. Dans les universités, ils n'y sont presque pas. Ils n'y sont presque pas. Vous avez des universités où on peut par-ci par-là trouver un noir. Et il est seul. Il peut durer comme ça pendant 5-10 ans. C'est le seul. Et pourquoi cela? Parce que on estime que les autres n'ont pas de niveau. Maintenant, là, quand on cherche la qualification professionnelle, est-ce que pour être enseigné à l'université, il faut avoir un doctorat? Oui. Dans presque tout le monde entier, le doctorat est le premier critère qualificatif pour enseigner à l'université. Mais est-ce qu'on a des docteurs noirs en Afrique, au Canada? On en a plein. On a plein de docteurs noirs. Mais chaque fois qu'ils veulent postuler à l'université, on va commencer à vous trouver d'autres critères qui ne s'appliquent plus à lui. Donc, il y a même ceci qui voudrait dire, mais ce n'est pas une loi que tout le monde partage. Pour entrer au niveau de cadre, il faut avoir étudié au Canada. Pour être médecin, on estime qu'il faut avoir étudié au Canada. Pour entrer dans l'ordre de médecin, pour faire l'ingénierie, c'est pareil, il faut avoir étudié au Canada. Pour enseigner dans les écoles, avoir un baccalauréat en éducation, il faut avoir étudié au Canada. Même si vous venez de l'extérieur avec un baccalauréat, dès que vous arrivez ici, il faut recommencer. Donc voilà à peu près, voilà ce que nous appelons un racisme systémique. Ça veut dire que vous avez beau un racisme intellectuel, vous avez beau avoir un niveau intellectuel confortable, une fois que vous arrivez au Canada, avec tout cela, tout votre bagage, on vous oblige à recommencer. Là, vous êtes chanceux, on vous oblige à recommencer. Si vous n'êtes pas carrément ignoré, on vous oblige à recommencer. Même si vous arrivez ici avec des diplômes français, on voudra vous dire que moi, par exemple, je suis arrivé avec un diplôme français. J'ai présenté un diplôme français, me disant comme il y avait la coopération entre la France et le Québec particulièrement, ça pouvait passer. Non. On m'a dit que, mais après tout, tu reviens d'Afrique. Il dit, ah ben tiens, je ne savais pas que c'était l'origine, je ne sais pas, ma situation migratoire devait tenir compte. Et je comprends pourquoi est-ce que les Français font bien la distinction entre un immigrant et un expatrié. Donc je dis parfois des Français que je rencontre ici d'origine africaine, bien sûr, qu'ils rencontrent ici, qu'eux, ils sont des expatriés alors que moi, je suis un immigrant. Voilà, il dit, mais quelle est la différence entre les deux? Il dit, ben, c'est comme ça. Toi, tu viens d'Europe, tu viens de France et tu es un expatrié. Moi qui viens d'Afrique, je suis un immigrant. Voilà comment le système fonctionne ici. En fait, fonctionne en Europe. Voilà des qualificatifs qui donnent pour toujours essayer de faire la différence entre des intellectuels noirs et non noirs. J'ai fait également une vidéo précédente sur la situation dont on vit ici au Canada. On se plaint, dans toutes les provinces du Canada, on se plaint qu'il n'y a pas d'enseignants francophones. Et d'année en année, on cherche des enseignants francophones. Pour résoudre ce problème, les commissions scolaires des différentes provinces, si les provinces anglophones, si elles ne vont pas vers le Québec, et le Québec on ne peut pas quitter le Québec pour aller ailleurs exercer ce métier, puisque les enseignants au Québec sont confortables, à peu près mieux confortables, mieux lotis qu'ici. Ils vont donc à l'étranger. Et où est-ce qu'ils vont? Ils vont généralement en France, en Belgique et en Suisse. Voilà les pays où ils vont chercher les enseignants francophones. Et j'ai dit, il est important de savoir, je me suis posé la question ici, pourquoi est-ce qu'ils allaient là-bas chercher? Et j'ai fait des formations ici pour être moniteur de langue. J'étais moniteur de langue française. Ben, curieusement, tous les Africains qui y étaient avaient un niveau universitaire, mais les Canadiens, peut-être pas.
C'est ce que je vais dire. Mais j'étais sûr, au moins pour les anciens, pour les moniteurs francophones, qu'ils avaient minimum un niveau universitaire. Donc voilà à peu près comment se déroule la pensée ici. Donc quand les enseignants, les Africains se plaignent que nous sommes là et on va ailleurs chercher, il faut donc qu'ils comprennent le système. Moi, c'est ce que j'ai fait. Comment est-ce qu'ils définissent le francophone, par exemple, ici en Colombie-Britannique? Un francophone ici en Colombie-Britannique, ça c'est un racisme intellectuel, est celui qui a pour langue maternelle le français. Voilà la définition qu'eux, ils donnent. Mais c'est une définition que je n'ai trouvée nulle part en arrivant au Canada. Donc c'est une définition qu'eux, ils ont montée à eux pour exclure les autres. On parlait de la francophonie. Moi, j'ai cru qu'il y avait une seule francophonie. Non. Ici, on vous dit que vous devez vous immerser, surtout dans le programme de formation des moniteurs de langue. On vous dit que vous devez amener les enfants à s'intéresser à la francophonie canadienne. Je dis, ben tiens, ils n'ont même compris parler de la francophonie canadienne. Et à côté, ils ont développé une francophonie des Amériques. J'ai dit, ben là, ça devient exceptionnel. Donc, c'est ça ce que j'appelle un racisme intellectuel. Donc, ça veut dire que les intellectuels font ici une division claire et nette en fonction de la couleur de la peau. S'il veut pas dire, mais je n'avais pas intitulé cette vidéo comme cela. Ça veut dire en fonction de l'origine géographique. Parce que quand ils font cette définition des francophones, la nuance entre un francophone et un francophile, ils définissent à côté un francophile comme celui qui a secondairement le français comme langue de communication. Cela voudrait dire que les Français, les Suisses et les Belges qu'ils vont chercher à l'étranger sont des francophones. Et ils peuvent parfois adjoindre les Roumains. Ben maintenant, donc vous voyez que ça regroupe tous les Européens. Mais maintenant, tous les autres peuples qui ont appris le français, tous les autres peuples ont une langue maternelle qui n'est pas le français, notamment les Africains, les Latino-Américains et même certains pays asiatiques. Ceux-là, ils les confondent comme les francophiles. Donc les Africains sont les francophiles. Il faut que nous, les Africains, nous comprenions ça. Vous voyez qu'on fait là une différence en fonction de la couleur de la peau et on attribue une certaine définition. C'est ici au Canada que j'ai trouvé le mot francophile qui était un mot courant dans le milieu francophone. Je ne le connaissais pas avant que je n'arrive ici. Ben, je savais à peu près ce que ça veut dire. Ben, il était très peu usité. Donc voilà un racisme intellectuel. Donc on essaie d'hiérarchiser les intellectuels en fonction de leur couleur de la peau. Vous vous rendez compte que tous ceux qui sont blancs venant d'Europe sont des francophones, mais par contre tous ceux qui sont de couleur nuancée et qui ne viennent pas d'Europe sont des francophiles. Par conséquent, on ne peut pas chercher être à la recherche des francophones et recruter des francophiles. Donc il y a bien cette dichotomie qu'il faut faire entre un francophone et un francophile. Et on loge donc les autres dans cette catégorie-là. Vous comprenez donc que si sur le plan intellectuel, on a envie de faire des recrutements, c'est encore les autres qui sont privilégiés. C'est encore les autres qui sont privilégiés parce que de tous les francophiles, on va toujours dire que vous allez aller dans les postes où on a besoin d'un francophone. Vous allez trouver un francophile. Je veux dire que dans des petits postes, vous allez trouver un francophile. Et celui-là, généralement, peut être un Mexicain, un Colombien, un Brésilien, ou bien un Vietnamien. Et même, pourquoi pas, des Chinois. Donc là, vous voyez qu'ils ne peuvent pas faire compétition sur le plan des préjugés avec l'Africain. Et dans les différents postes ici, c'est comme cela. Vous allez dans une association des francophones, vous trouvez qu'ils sont tous des immigrants hors d'Afrique. Il y a une association francophone ici. La présidente venait d'un autre pays. Le pays local, c'est l'Iran. À côté d'elle, vous trouvez des Chinois, vous trouvez des Indiens. Voilà. Parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un qui avait la couleur normale pour cela. Donc voilà un peu un racisme intellectuel. Ça veut dire qu'ici, en Amérique du Nord, on essaye de tordre le cou aux définitions que vous connaissiez déjà pour les appliquer à eux-mêmes et pour mettre à l'écart un certain nombre de personnes. Et ils sont prêts à tenir cela. Donc le fait d'ostraciser, de malmener ou d'usurper ces titres-là ne les gêne pas. Ils préfèrent vous mettre tous à l'écart. Vous aurez beau être des milliers d'Africains francophones qualifiés pour faire la job, pour faire le travail, ben, ils estiment que votre couleur n'est pas nécessaire. Même s'ils ne disent pas, il faudrait que nous rendions compte que votre couleur fait problème. Donc voilà ce que j'appelle par racisme intellectuel.
Si vous avez aimé cette vidéo sur le racisme intellectuel et si vous voudrez qu'on en parle davantage, mettez-moi un pouce et surtout abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour voir d'autres vidéos que nous avons fait là-dessus. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci et à plus tard.